Welcome to French Avenue. Microphone. Welcome to French Avenue microphone. Alors, comment passer d'une phrase correcte à une phrase qui a vraiment du relief, qui vit? Aujourd'hui, on va explorer l'art des adjectifs en français, voir comment ils peuvent transformer notre façon de parler en y ajoutant de la couleur, de l'émotion, bref, de la vie. Et voilà une idée qui résume tout parfaitement. J'adore cette métaphore. Les adjectifs ne sont pas de simples outils de grammaire, non, ce sont les pigments, la palette de couleurs avec laquelle on peint notre réalité en français. Regardez ça! La différence est flagrante, non? D'un côté, on a un beau coucher de soleil, d'accord? C'est factuel. Mais de l'autre, flamboyant, apaisant, magique. Ah, là on y est. On voit les couleurs, on ressent le calme. On ne décrit plus, on fait vivre une expérience. Bon, alors comment on fait concrètement pour passer de l'un à l'autre? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. L'idée, c'est de maîtriser cet art pour que nos mots prennent vraiment vie. Et c'est ça le point absolument crucial. Ce n'est pas juste une leçon de grammaire, loin de là. C'est une question de s'approprier la langue, de la faire sienne, pour pouvoir partager une vision du monde qui est unique. On pourrait croire que c'est hyper complexe, mais en fait, pas tant que ça. Toute cette richesse, toute cette nuance, elle repose sur deux grands principes fondamentaux. Juste deux piliers. Allez, on attaque le premier, le plus technique, on va dire. C'est la fondation, la mécanique de base pour que tout sonne juste. L'accord. L'accord, qu'est-ce que c'est au fond? C'est tout simple. C'est la règle qui assure que l'adjectif danse en harmonie avec le nom qui l'accompagne. C'est pour que la phrase soit musicale, qu'elle coule bien à l'oreille. Et la règle de base, elle est plutôt simple. On prend un livre intéressant. Au pluriel, facile, on ajoute un S. Des livres intéressants. Pour le féminin, une histoire intéressante, on ajoute un E. Et donc, au pluriel féminin, on met les deux. Des histoires intéressantes. C'est le schéma le plus courant. Ok, d'accord, c'est vu. Ça, c'est la technique. Maintenant, on passe à l'art. Le deuxième pilier, la position de l'adjectif. Et là, croyez-moi, c'est là que ça devient vraiment, vraiment intéressant. En général, en français, l'adjectif se place après le nom. Une voiture rouge, un ciel bleu. Simple. Mais il y a une petite vingtaine d'adjectifs, souvent des mots courts et très courants, qui aiment se placer avant. Et ce petit changement de place, ça peut tout changer. Voilà l'exemple parfait. C'est fou, non? Prenez un grand homme. Là, on pense à une figure historique, un artiste, un homme important. Maintenant, mettez grand après. Un homme grand. On parle juste de sa taille. Ce n'est plus du tout la même chose. Le sens est complètement transformé par la position du mot. Bon, la théorie c'est bien beau, mais comment on fait pour que ça devienne un automatisme? Comment intégrer tout ça pour que ça vienne naturellement? Voici quelques petites astuces, des jeux pour s'entraîner. D'abord, on peut prendre un objet du quotidien et essayer de le décrire avec 3 adjectifs différents selon l'humeur. Ensuite, on peut jouer au jeu des contrastes. Décrire quelqu'un avec des mots opposés, juste pour voir. Et enfin, une très bonne habitude. Tenir un petit journal des sensations et commencer chaque entrée par « Aujourd'hui je me sens » et voir ce qui vient. Allez, on monte d'un cran. On va voir maintenant une technique un peu plus avancée. Un secret qui révèle une nuance que peu de gens maîtrisent vraiment. C'est là qu'on commence à vraiment jouer avec la langue. Regardez bien ça. Si on dit « une femme pauvre », c'est un fait, c'est objectif, elle n'a pas d'argent. Mais si on dit « une pauvre femme », là c'est tout autre chose, on exprime de la pitié, de la compassion. L'adjectif placé avant ne décrit plus seulement, il donne un avis, il injecte une émotion. Mais attention, après toutes ces règles, il faut bien des exceptions, sinon ce ne serait pas le français. Il existe des adjectifs qu'on appelle invariants, des petits rebelles, si on veut. Eux, ils refusent de s'accorder. Par exemple, une couleur qui vient d'un nom de fruit, comme orange, ne s'accorde pas. Une robe orange, des robes oranges, ça ne bouge pas. Pareil pour les couleurs composées, un pull bleu clair, des pulls bleu clair. Ou pour les mots empruntés à d'autres langues, comme rock. Facile, non? Et au fond, on en revient toujours à ça. Le choix d'un adjectif, ce n'est pas juste une question de vocabulaire. Quand on choisit passionnant plutôt qu'intéressant, on ne cherche pas un synonyme plus fort. On affine sa vision du monde et on la partage. C'est un acte de précision. Alors, on boucle la boucle, on revient à notre image du début, celle des pigments, et la question se pose pour chacun de nous. Aujourd'hui, maintenant, quel pigment va-t-on choisir pour peindre notre journée? Les adjectifs. On a tendance à les voir comme de simples décorations, des petits mots qu'on ajoute juste pour faire joli. Mais en lisant la source pour notre discussion d'aujourd'hui, je me suis dit qu'on passait complètement à côté de l'essentiel. L'auteur utilise une métaphore que j'adore. Il dit que les adjectifs sont les pigments qui colorent notre univers linguistique. Pensez à un coucher de soleil. Au lieu de juste dire qu'il est beau,
Bon, ce qui est un peu passe-partout, hein. On pourrait dire qu'il est flamboyant, apaisant ou même magique. Et là, chaque mot change complètement l'image et surtout ce qu'on ressent. C'est une très belle image, celle des pigments. Et je la compléterai en disant que ce n'est pas juste pour faire joli, c'est aussi un outil de précision, presque chirurgical. Dire qu'un ciel est menaçant au lieu de simplement gris, ce n'est pas juste plus poétique, c'est plus informatif. On partage une analyse, une anticipation. Chaque adjectif bien choisi, en fait, c'est une porte qu'on ouvre sur notre monde intérieur, sur notre interprétation de la réalité. Une précision chirurgicale, j'aime beaucoup ça. C'est exactement le voyage qu'on propose aujourd'hui. Comment passer d'un français, on va dire, fonctionnel, celui qui communique l'info brute, à un français qui est expressif, personnel, vraiment vivant. On s'appuie sur un guide qui traite de ce qu'il appelle l'art de l'expression nuancée. On va d'abord voir comment changer notre approche de l'apprentissage pour que ça devienne un jeu plutôt qu'une corvée. Ensuite, on va s'attaquer à la mécanique, mais sans se noyer dans les détails, hein. Les deux grands piliers que sont l'accord et surtout la position, ça c'est passionnant. Et enfin, on verra comment tout ça s'incarne dans des expressions de tous les jours pour que ça devienne un réflexe. C'est un peu le parcours pour passer de parler correctement à parler authentiquement. Alors, par où on commence ce parcours ? Le guide est assez radical là-dessus. Il faut laisser tomber les listes de vocabulaire interminables. Et franchement, c'est un soulagement. L'idée, c'est plutôt de développer ce qu'il nomme une sensibilité descriptive. Ça sonne un peu abstrait comme ça, mais l'approche est très, très concrète. C'est ça qui est malin. Ce n'est pas un concept théorique, c'est une pratique. L'auteur propose un exercice qui est presque méditatif. Chaque jour, on choisit un objet ordinaire, quelque chose qu'on voit tout le temps sans vraiment le regarder. Ma tasse de café, l'arbre en face de ma fenêtre. Et on doit le décrire avec 3 adjectifs différents selon notre humeur du moment. L'exemple donné est très parlant. Le matin, le café, il peut être chaud, réconfortant, parfumé. Mais l'après-midi, ce même café oublié sur le bureau, il devient amer, tiède, ordinaire. Ça change tout. L'objet est le même, mais notre relation à lui, elle a changé. Et les mots le reflètent. Ça connecte le mot à une sensation, pas juste à une définition de dictionnaire. Et cette pratique, elle transforme complètement la nature de l'apprentissage. Les adjectifs cessent d'être des concepts abstraits à mémoriser pour devenir de vrais outils émotionnels. L'auteur souligne un point clé. Quand on choisit de dire d'un film qu'il est bouleversant plutôt qu'intéressant, on ne cherche pas juste un synonyme plus chic. On affine sa propre perception du monde pour la partager plus fidèlement. On fait un effort d'introspection en fait. C'est tellement vrai. Et il y a d'autres techniques pour muscler cette sensibilité. Pour l'oral, il y a ce que le guide appelle le jeu des contrastes. Par exemple, décrire une personne avec des adjectifs opposés selon le contexte. Je peux essayer mon voisin, par exemple. Il est incroyablement bruyant le week-end, mais d'une gentillesse désarmante quand on le croise. C'est un excellent exemple. Ça montre la complexité, ça évite les étiquettes. Pour l'écrit, l'auteur suggère le journal des sensations. Chaque jour, notez une phrase simple. Aujourd'hui, je me sens... Et on se force à trouver 3 adjectifs précis, même s'ils sont contradictoires. Et enfin, pour la lecture, une technique très efficace, quand on lit une critique de restaurant ou un récit de voyage, on prend un surligneur et on traque les adjectifs. On voit comment les professionnels les utilisent pour créer une atmosphère, de l'envie, de l'émotion. C'est une forme d'ingénierie inversée du style. Voilà. C'est super cette approche sensible, ça donne vraiment envie de s'y mettre. Mais je sais d'expérience qu'à un moment, on se heurte au mur de la grammaire. On peut avoir le mot parfait en tête, mais si on l'accorde mal, tout s'effondre. J'imagine qu'on ne peut pas y échapper complètement. Non, c'est le passage obligé, mais on peut le voir non pas comme un ensemble de règles punitives, mais plutôt comme le squelette qui soutient l'expression. Le guide se concentre sur 2 piliers. Le premier, c'est l'accord. C'est vraiment la base de l'harmonie dans la phrase. L'adjectif est comme un caméléon. Il s'adapte en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel, au nom qu'il qualifie. C'est ça. On parle d'un livre intéressant. Si on parle d'une histoire, ça devient une histoire intéressante. Au pluriel, des films intéressants et des idées intéressantes. Simple. Mais il y a les fameuses irrégularités. Un homme heureux, une femme heureuse. OK. Un mur blanc, une page blanche. Facile. Ah, mais nouveau projet devient nouvelle idée. Là, il faut un peu de mémoire. Il y en a quelques-unes, oui, mais elles deviennent vite des automatismes. Et le guide précise un cas qui pose souvent question même aux francophones. Les groupes mixtes.
Si on a plusieurs noms de genres différents, comme des livres et des revues, la règle grammaticale traditionnelle veut que l'adjectif s'accorde au masculin pluriel. On dira donc des livres et des revues intéressants. Le fameux masculin qui l'emporte. C'est une convention qu'il faut connaître pour être comprise, même si elle fait débat. Ok, l'accord c'est la base pour que ça sonne juste. Mais ce que j'ai trouvé vraiment fascinant dans le guide, c'est cette idée que l'endroit où on place l'adjectif, ça peut tout changer. C'est un peu le niveau expert de la langue française, non? Ah, là on touche à une sorte de super pouvoir caché de la langue française. Un simple mot qui change de place, et hop, on passe d'une photo objective à un jugement moral. C'est subtil, mais c'est ce qui sépare une conversation basique d'une conversation nuancée. La règle générale est simple. La plupart des adjectifs descriptifs, couleur, forme, nationalité, se placent après le nom. Une voiture rouge, une table ronde, une étudiante américaine. C'est la position par défaut, factuelle. Mais là où la magie opère, c'est avec l'exception. Une vingtaine d'adjectifs, souvent courts et très fréquents. Beau, bon, grand, petit, nouveau, vieux. Eux, ils se placent généralement avant le nom. Et c'est là que le sens peut complètement basculer. L'exemple le plus célèbre, c'est la différence entre un grand homme Et un homme grand. Exactement. Oui, un homme grand, c'est objectif. Ça décrit sa taille. Il mesure 1,95 m. Voilà. Mais un grand homme, c'est un homme important, illustre, comme Victor Hugo ou Nelson Mandela. La position de l'adjectif change la description physique en évaluation morale ou historique. Le sens n'a plus rien à voir. Ce n'est pas le seul cas. Le guide en donne d'autres, qui sont très subtils. Par exemple, un ancien élève. Ça, c'est un ex-élève, quelqu'un qui n'étudie plus ici. Alors que un élève ancien, c'est beaucoup plus rare, mais ça pourrait vouloir dire un élève qui est là depuis très longtemps. Ah, je me souviens d'un de mes étudiants qui voulait parler de son ancien professeur. Il a dit qu'il rendait visite à son professeur ancien. On a bien ri, mais ça a été la meilleure leçon possible sur l'importance de la position ancienne. C'est une erreur qui peut créer des quiproquos assez comiques. L'exemple qui m'a le plus marqué, c'est celui avec l'adjectif « pauvre ». Une femme pauvre, c'est une description objective de sa situation financière. Elle manque d'argent. Mais une pauvre femme, c'est une vision totalement subjective. On exprime de la pitié, on la trouve malheureuse. Waouh! Ça, c'est une nuance qui peut vraiment changer la perception qu'on a de nous. On peut passer pour quelqu'un de compatissant ou pour quelqu'un de froid et factuel, juste avec la place d'un mot. C'est exactement ça. Ce choix de positionnement, c'est un véritable marqueur de compétences linguistiques et d'intelligence sociale. Placer l'adjectif subjectif ou moral avant le nom, comme dans un pauvre enfant ou un brave homme, ça exprime une émotion, un jugement de la personne qui parle. Le placer après, comme dans un enfant pauvre ou un homme brave, c'est-à-dire courageux, ça décrit une réalité objective. On passe de l'empathie à la constatation. Et pour être complète sur la grammaire, le guide mentionne aussi une petite catégorie d'adjectifs qui sont un peu des rebelles. Ils ne changent jamais. Les adjectifs invariables. Donc si je veux dire que j'ai des chaussettes orange et bleu clair, je n'accorde rien du tout. C'est presque trop simple pour être du français. C'est une exception reposante. Ça concerne principalement les adjectifs de couleur composée. On dira des robes bleu clair ou des chemises vert foncé, sans jamais accorder clair ou foncé. Ça s'applique aussi à certains adjectifs qui viennent de noms de fruits, de fleurs, comme orange, marron, turquoise. On dit des pulls orange et non orangés. Et enfin, les adjectifs d'origine étrangère. Rock dans des festivals rock ou cool dans des attitudes cool. Ils restent invariables. Très clair. Cette idée d'exprimer une opinion subjective, comme avec un pauvre enfant, ça me fait penser à des expressions qu'on utilise tous les jours, sans y réfléchir. Le guide en parle, n'est-ce pas? Comment on fait ça à l'oral de manière naturelle, sans avoir l'air de réciter une leçon? Absolument. La grammaire, elle prend vie dans l'usage. L'une des structures les plus courantes et les plus utiles à l'oral, c'est avoir l'air suivi d'un adjectif. C'est une structure très pratique pour exprimer une impression, une apparence, sans être catégorique. C'est une façon de mettre un filtre de subjectivité sur son propos. C'est tellement utile socialement. Après un entretien d'embauche, on peut dire « ce candidat a l'air compétent ». Ça ne veut pas dire qu'il l'est, mais c'est l'impression qu'il a laissée. Ou si on voit une amie dire « tu as l'air fatigué » est beaucoup plus doux et prudent que d'affirmer « tu es fatigué ». Ça sonne comme un diagnostic ou un reproche.
Là, on ouvre une porte à la conversation plutôt qu'on ne la ferme avec un jugement. Une autre structure fondamentale, c'est l'utilisation de l'adverbe « très » pour intensifier un adjectif. C'est l'outil le plus commun, le plus direct. Mais, et le guide met en garde là-dessus, son usage excessif peut vraiment appauvrir le style, le rendre un peu paresseux. C'est l'option par défaut. Ok, j'avoue que je suis coupable d'abuser du mot « très ». C'est un réflexe. On dit c'est très bon, c'est très intéressant, c'est très beau. Ça sonne un peu plat, c'est vrai, mais j'ai parfois peur de paraître pédante en sortant des mots comme remarquablement. Comment on trouve le juste milieu? C'est une excellente question. Le guide propose 2 voies. La première, c'est de varier les adverbes pour qu'ils soient plus précis. Au lieu de toujours dire « très », on peut utiliser « extrêmement »,« particulièrement »,« profondément »,« incroyablement ». Le choix de l'adverbe ajoute déjà une couche de sens. Profondément touchant n'est pas la même chose que très touchant. La deuxième solution, qui est stylistiquement encore plus forte, c'est de choisir un adjectif qui est intrinsèquement intense. C'est-à-dire que le mot lui-même contient l'idée d'intensité. Donnons des exemples concrets. Pour un repas, au lieu de très bon, on pourrait dire On pourrait dire délicieux, succulent, exquis, savoureux. Chaque mot met l'accent sur une qualité différente. Le plaisir, la rareté. et pour un paysage, au lieu de très beau. On pourra le qualifier de magnifique, grandiose, spectaculaire, à couper le souffle, même époustouflant. On passe d'une appréciation générale à la description de l'effet que le paysage produit sur nous. C'est beaucoup plus puissant. Dire ce film est bouleversant, ça élimine le besoin de dire ce film est très, très émouvant. Le mot seul fait tout le travail. C'est une excellente gymnastique mentale à faire. Et pour décrire des choses ou des personnes complexes, le guide recommande une technique simple mais qui change tout. Enchaîner les adjectifs. Oui, en les reliant par la conjonction « et ». C'est un moyen de créer des portraits nuancés, d'éviter les descriptions réductrices. On peut dire d'une personne qu'elle est sérieuse et chaleureuse. Ces 2 qualités peuvent sembler contradictoires à première vue, mais leur association dessine un portrait bien plus riche, bien plus humain. C'est une façon de lutter contre la simplification. J'aime beaucoup cette idée. Ça va à l'encontre du cliché d'une langue française rigide. On peut dire son discours était clair et convaincant, ou le design de cet objet est à la fois simple et élégant. On montre les différentes facettes d'une même réalité. C'est plus juste. Alors, si on devait synthétiser ce voyage au cœur des adjectifs, que faudrait-il retenir? Pour moi, le message principal, c'est que les adjectifs ne sont pas des accessoires. Ce sont vraiment des outils de précision pour affiner notre pensée et partager notre vision du monde. Et leur maîtrise, c'est moins une question de mémorisation que de développer une sensibilité, une attention au monde qui nous entoure. Tout à fait. Et sur le plan technique, on a vu les 2 clés. D'abord, l'accord en genre et en nombre, c'est le socle de la correction grammaticale, la politesse de la langue, si on veut. Et ensuite, et c'est peut-être le plus subtil et le plus puissant, c'est l'art de la position de l'adjectif. Oui, cette capacité de changer tout le sens d'une phrase. De passer de l'objectif au subjectif en déplaçant un seul mot. Ça, c'est vraiment le signe d'une maîtrise avancée. C'est là que la grammaire cesse d'être une simple collection de règles pour devenir un véritable art de la communication humaine. Cette distinction, incarnée par la différence entre une femme pauvre et une pauvre femme, c'est l'un des aspects les plus raffinés de la langue. C'est la capacité de doser son propre engagement émotionnel dans ce qu'on dit. C'est à ce moment précis qu'on cesse de simplement parler français pour commencer à penser en français. Et pour conclure, le guide nous laisse avec une pensée à méditer. Il nous dit que choisir un mot précis, ce n'est pas seulement mieux communiquer avec les autres, c'est aussi partager une version plus authentique de soi-même. Alors voici une question pour la suite. La prochaine fois qu'un adjectif simple comme bon ou intéressant vient à l'esprit, quel mot plus juste, plus personnel, pourrait vraiment capturer l'essence de ce qui est ressenti ou observé? Et en quoi ce simple changement modifie-t-il non seulement le message pour les autres, mais aussi, peut-être, notre propre perception de l'expérience que nous sommes en train de vivre?